il a ramassé une mariée courant pieds nus dans une robe déchirée. D'abord, elle fuyait un mariage de millionnaire qu'elle n'avait jamais désiré. La pluie était impitoyable ce soir-là, tombant à torrents si épais qu'elle brouillait le monde. Les arbres se balançaient tels des géants ténébreux de chaque côté de l'étroite route de campagne. Le vieux pick-up de Jake avançait en grondant, les essuie-glaces luttant désespérément contre les flaques d'eau. Les phares fendaient l'obscurité, atteignant à peine 3 mètres devant lui. Mais cette route, sinueuse, craquelée, à moitié oubliée, lui était familière. Elle l'avait toujours ramené chez lui. Il tapota le volant au rythme d'une vieille chanson de jazz fredonnant faiblement sur le tableau de bord poussiéreux de la radio. Il était couvert de graisse, les bottes trempées par un freinage d'urgence tardif au garage. Jake ne restait généralement pas aussi tard, mais ce soir-là, il avait eu besoin du calme, du rythme des outils, du réconfort du ronronnement du moteur. Depuis la mort de sa mère, ces petits rituels étaient ce qui le ramenait à la maison. Et puis, juste au moment où il prenait un virage près du champ de maïs du vieux meunier, son pied se figea sur la pédale. Une silhouette se tenait au bord de la route. Jake cligna des yeux, se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Une femme. Pas de parapluie, pas de manteau, juste une longue robe blanche, trempée et collante à son corps, déchirée à l'ourlet, pieds nus, les cheveux blonds et sauvages, plaqués sur son visage. Elle se serrait contre elle-même, les bras serrés comme pour empêcher son âme de s'échapper. Il freina brusquement, les pneus crissèrent, le camion glissa de quelques mètres avant de s'immobiliser brusquement sur le gravier mouillé. Jake la fixa à travers le pare-brise flou de pluie. Le monde s'était réduit à cet instant précis, surréaliste et silencieux, à l'exception du martèlement de la pluie sur son toit. Elle ne bougea pas, se contenta de rester là, clignant des yeux à travers la tempête. Et soudain, il revint à une nuit d'il y a presque 20 ans. Sa mère, ensanglantée et hébétée, coincée dans sa voiture renversée sur une route non loin de celle-ci. C'était un inconnu dans un vieux camion qui s'était arrêté, qui était resté avec elle, qui avait veillé à ce qu'elle soit transportée à l'hôpital. Cet homme avait disparu avant qu'il puisse le remercier. Mais Jake n'oublia jamais. Ce geste l'avait habité depuis, façonnant discrètement ce qu'il était devenu. Il tendit la main et attrapa sa veste de travail usée sur le siège passager, puis ouvrit la portière et sortit sous l'averse. La pluie lui gifla le visage instantanément, froide et aveuglante. Il leva les mains et marcha lentement vers elle. Et, appela-t-il d'une voix forte, mais douce. Je ne suis pas là pour te faire peur, d'accord ? Elle ne broncha pas, mais ne répondit pas non plus. Il s'arrêta à quelques mètres, gardant ses distances, et lui tendit la veste. Reste au moins au sec pendant que tu décides, dit-il. Elle le regarda pour la première fois. Vraiment, regarda. Ses yeux étaient cerclés de rouge, du mascara ruisselait sur ses joues. Il y avait de la peur, mais pas seulement. De l'épuisement, du désespoir, comme quelqu'un qui fuit quelque chose depuis très, très longtemps. Pourtant, elle ne dit rien. Jake resta immobile, laissant la pluie tremper sa chemise. La veste flottait entre eux. Après ce qui lui sembla une éternité, elle s'avança prudemment, comme quelqu'un qui s'approche du bord d'une falaise. Elle prit la veste à 2 mains et l'enroula autour de sa silhouette tremblante. Puis elle regarda vers le camion. « Je suis Jake, dit-il doucement. Tu n'as pas à me dire ton nom. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Je ne te laisse pas ici. » Elle ne dit rien, hocha la tête à peine, puis se dirigea vers le camion, ouvrit la portière et grimpa à l'intérieur. Jake expira, ignorant qu'il avait retenu son souffle. Il la suivit, ferma la portière derrière eux et tourna la clé dans le contact. Le chauffage se mit en marche, soufflant de l'air chaud dans l'habitacle. De la vapeur s'échappait de leurs vêtements trempés, les vitres s'embuant rapidement. Elle resserra sa veste autour de ses épaules, le regard fixé droit devant elle. Sa robe lui collait aux genoux, déchirée et tachée de boue. Jake ne demanda rien. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu dans le miroir après les funérailles, après que son monde se soit brisé en deux. Un endroit est à environ 10 minutes de route, dit-il d'une voix basse et ferme. Si tu veux, je peux t'y emmener. Toujours pas de réponse, juste le silence. Il régla le chauffage, éteignit la radio et commença à conduire. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes. Le bruit de la pluie et le ronronnement du moteur, seuls les séparaient. Finalement, alors que les lumières de la petite ville apparaissaient, elle dit, juste un mot, Claire. Jake ne réagit pas beaucoup,
se contentant d'un léger hochement de tête. Je suis content que tu me l'aies dit, dit-il. C'est un bon nom. Elle ne répondit pas. Mais elle ne s'écarta pas non plus lorsqu'il lui tendit doucement une serviette sèche glissée sous le siège. Lorsqu'ils arrivèrent sur le parking derrière le garage de Jake, la pluie s'était calmée. L'orage s'apaisait, mais quelque chose d'autre avait commencé. Aucun d'eux ne le savait encore. Mais cette nuit-là, entre la pluie et le silence, une histoire venait de commencer. Une histoire non pas écrite dans un conte de fées, mais dans des vestes tachées de graisse, des routes défoncées et la douce gentillesse d'un inconnu qui se souvenait de ce que l'on ressentait lorsqu'on était sauvé. La pluie s'était réduite à une bruine lorsque Jake s'engagea sur le parking en gravier derrière son garage. L'enseigne défraîchie au-dessus de la porte indiquait « Où est le Auto ?» faiblement éclairée par une lumière vacillante. Le bâtiment n'avait rien d'extraordinaire, en briques, vieux, mais bien entretenu. Jake se gara près de la porte arrière et coupa le moteur. Claire resta assise en silence. La veste qu'il lui avait donnée était toujours serrée autour d'elle. La tension entre eux avait disparu. Ce n'était plus de la peur, mais quelque chose de timide, d'incertain, comme une confiance encore inexprimée. Jake s'éclaircit la gorge. Il y a un vieux bureau au fond du magasin. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un canapé, un radiateur d'appoint. Tu peux y rester ce soir. Claire se tourna lentement vers lui, méfiante. Je peux t'emmener à l'hôtel demain matin, ajouta Jake. Mais le plus proche est à 20 mètres, et rien n'est ouvert à cette heure tardive, hésita-t-elle. Puis doucement, juste pour ce soir, acquiesça Jake. Juste pour ce soir. Il attrapa une clé dans le pare-soleil et sortit dans la nuit humide. Lorsqu'il ouvrit sa portière, Claire sortit lentement, sa robe trempée lui collant aux jambes, son souffle s'élevant en léger nuage. À l'intérieur, le garage sentait l'huile, le caoutchouc et une odeur réconfortante, comme le vieux café et la poussière chaude. Le bureau était petit, encombré d'outils, un vieux inclasseur, un canapé délavé recouvert d'une couette délavée et un radiateur bourdonnant. Jake alluma la lampe. Une douce lumière réchauffa la pièce. « Tu peux rester ici, dit-il. J'ai des flanellettes et des survêtements propres, une réserve d'urgence pour le magasin. » Il les déposa délicatement sur la coudoir du canapé. Claire hocha la tête, les bras toujours croisés sur la poitrine. Jake lui tendit une couverture et un oreiller. Puis il croisa son regard, la voix ferme. « Je serai dehors dans le camion. Verrouille la porte. Tu seras en sécurité. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu n'es pas obligé. »« Moi si. » Il l'interrompit doucement. « Tu ne me connais pas et je ne veux pas que tu te sentes redevable envers moi. » Il hésita. « Si le chauffage fait des siennes, frappe à la fenêtre. » Puis il sortit et referma doucement la porte derrière lui. Claire la verrouilla, restant seule un instant dans la pièce chaude et bourdonnante. Elle expira, puis retira lentement sa robe mouillée, la drapa sur une chaise et enfila ses vêtements trop grands. La chaleur la serrait. Elle la rendait, ses yeux la piquaient. Elle se roula en boule sur le canapé, la couverture serrée autour d'elle. Le bourdonnement du radiateur emplissait l'espace. Le sommeil ne venait pas. Elle fixait le plafond, les doigts repliés sur la couette. Puis, dans le noir, elle murmura « J'étais censée épouser Édouard. » Le nom flottait comme un brouillard. « Il vient du monde de mes parents. » Tout était arrangé. Pas officiellement, mais c'était comme un contrat, ravalat-elle. Mon père avait dit que cela garantirait notre héritage. Ma mère appelait ça le mariage de rêve. Moi, je l'appelais une prison. Elle marqua une pause, puis ajouta, l'organisatrice m'a dit quel rouge à lèvres porter. Sa voix se brisa. Je n'ai pas été invité à ma propre vie. Dehors, dans le camion, Jake était assis, immobile, les yeux ouverts, à l'écoute. Non pas qu'il soit curieux, juste parce que le silence entre ses mots lui semblait sacré. J'ai couru, dit Claire. Je n'ai pas réfléchi. Je suis monté dans la première voiture que j'ai vue. Le chauffeur m'a déposé à des kilomètres d'ici. Je marche depuis. Elle se recroquevilla plus profondément sous la couverture. Je sais que j'ai l'air folle, mais c'était à moi, mon choix. Il y eut un long silence. Puis, à travers le faible bourdonnement du radiateur, elle l'entendit. La voix douce de Jake à travers la vitre. Tu n'as pas l'air fou. Claire se redressa, surprise. On dirait quelqu'un qui respire enfin.
Elle fixa la vitre. Plus aucun mot ne suivit, juste le léger grincement de ses mouvements sur le siège du camion. Elle se rallongea lentement, le cœur battant. Ce n'était pas chez elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas non plus en cage. Enveloppée dans une flanelle empruntée près d'un radiateur ronronnant, dans un garage loin de tout ce qu'elle avait connu. Claire laissa son corps se détendre. Et pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit. Claire n'avait jamais eu l'intention de rester plus d'une nuit, mais au matin, gris, humide, calme, elle resta. Une odeur d'huile, de flanelle et de quelque chose de sûr persistait. Un mot attendait sur le placard. Kofi est sur le comptoir. Je serai dehors si tu as besoin de quoi que ce soit, Jake. Elle vérifia la porte, toujours verrouillée, tout comme elle l'avait laissée. Le troisième jour, la tempête était passée, mais quelque chose de plus calme en elle persistait. Le garage n'était pas son monde. Il était encombré, poussiéreux, honnête. Le café était servi dans des tasses dépareillées. Il n'y avait ni miroir, ni marbre, juste des outils, de la graisse et le bourdonnement du travail. Jake ne disait pas grand-chose, mais son silence était parlant. Une serviette sèche déposée près de la douche, du thé posé sur le bureau, le chauffage se rapprochant par une nuit venteuse, son attention était discrète, mais réelle. Elle essayait de se rendre utile. Quand Jake peinait à manipuler un lourd porte-pneus, elle intervint. « Tu n'es pas obligé », commença-t-il. « Je veux bien », dit-elle. Elle commença à aider, à étiqueter l'huile, à passer les outils, à essuyer les étagères. Elle gâcha une manucure qui ne lui manquait plus. Peu à peu, elle cessa de broncher devant la graisse. Elle cessa de se regarder dans le miroir. Elle demanda comment fonctionnaient les outils. Elle écouta. Un soir, elle trouva Jake penché sur un petit objet sur l'établi. Pas une pièce de voiture, mais une montre de poche. Ma mère, expliqua-t-il, avait l'intention de la réparer. Elle demanda à voir. Il la lui tendit. Elle était vieille, rayée, mais familière. Elle sourit. J'ouvrais les montres de mon père. Il détestait ça. Il disait que les filles ne devaient pas toucher aux engrenages. Jake eut un sourire narquois. Je parie qu'il le regrette maintenant. Ils ouvrirent la montre ensemble, tête jointe, leur souffle embuant l'air frais. Jake lui passa un tournevis. On a les mains plus sûres. Tandis qu'elle travaillait, il murmura, chaque tic-tac est une seconde que tu n'as jamais vécue. Une chance de commencer quelque chose de nouveau. Elle leva les yeux. C'est poétique. Il haussa les épaules. Peut-être que les machines et les humains ne sont pas si différents. Elle rit sincèrement. Pour la première fois depuis longtemps. Plus tard dans la nuit, allongée sur le canapé, elle regarda la montre maintenant en marche tic-tac doucement à côté d'elle. Quelque chose avait changé. Pas seulement dans les engrenages, mais en elle. À la fin de la semaine, elle ne se sentait plus comme une invitée. Elle savait où Jake cachait les belles têtes. Elle reconnut le bruit du camion d'Earl. Elle se rendit seule au marché et se remit à hocher la tête poliment. Elle redevenait quelqu'un. Jake restait silencieux, ne demandait jamais ce qui allait suivre, mais parfois elle le surprenait à l'observer, doux, indéchiffrable. Un matin, leurs doigts effleurèrent une clé à molette l'espace d'une seconde, mais une électricité passa entre eux. Ils s'arrêtèrent, les yeux rivés sur eux, le souffle coupé, et elle s'écarta. Il ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle ignorait l'avenir. Mais dans ce garage, avec la gentillesse discrète de Jake et le tic-tac régulier de la montre à ses côtés, elle n'était pas perdue. Elle commençait. La ville était petite, le genre de ville où tout le monde se connaissait, et où les étrangers se détachaient comme un clou tordu sur une planche lisse. Au début, Claire percevait chaque regard silencieux. Mais il s'avéra que les gens ici ne fixaient pas les autres par jugement. Ils le faisaient par curiosité, et peut-être même par un peu d'attention. Jake avait raison. La ville n'était pas un lieu de faste. Mais c'était un lieu de profondeur. C'est au restaurant, 2 rues plus loin, que Claire rencontra Marie. Marie était le genre de femme qui vous accueille avec une langue bien pendue et un regard chaleureux. Elle avait un fort accent irlandais, des cheveux comme de la neige entassés sur le dessus de sa tête et un tablier toujours fleuri d'une tarte à moitié finie. Elle connaissait Jake depuis qu'il était un petit garçon aux genoux trop grands pour son jean, comme elle le disait. Quand Claire entra derrière lui un matin,
Marie plissa les yeux et dit, « C'est de toi qu'on parle. » Une mariée en fuite, hein? Claire se figea. Jake ouvrit la bouche pour intervenir, mais Marie leva la main. Du calme. J'ai moi-même fugué. Sauf que je me suis enfui de Dublin avec une valise et une bouteille de whisky. Tu as plus de classe. Claire sourit, les épaules détendues. À partir de ce jour, Marie prit Claire sous son aile. Elle ne posa pas trop de questions, ne fouilla pas dans son passé. Au lieu de cela, elle lui tendit un tablier et dit, « Si tu continues à traîner chez Jake, tu ferais mieux d'apprendre à faire des gâteaux qui sortent d'une boîte. » Claire adora ça, étonnamment. Elle cassa des œufs, tamisa la farine et apprit le rythme délicat du pétrissage de la pâte. Quelque chose de concret, quelque chose qui lui appartenait. Pour la première fois depuis des années, ses mains fabriquaient, pas présentaient. Un après-midi, alors qu'elle sortait un plateau de roulé à la cannelle du four, Marie se pencha vers elle et lui fit un clin d'œil. « Tu as le talent, ma fille. Peut-être même meilleur que le mien. Mais ne le dis pas au prêtre. » De l'autre côté de la ville, Claire rencontra Tom. Tom était mexicano-américain, possédait un camion de paysagiste et amenait sa camionnette cabossée à Jake tous les mois, comme sur des roulettes. Il avait un grand rire et une voix plus forte. Quand Claire lui tendit ses clés un après-midi, taché de graisse après avoir aidé Jake à changer les plaquettes de frein, Tom laissa échapper un halètement fin. « Attends. La princesse Casa se salit les mains ?» Jake sourit narquoisement tout près. Claire sourit. « Elle le fait maintenant. » Tom rit doucement et ajouta avec un clin d'œil. « Eh bien, si jamais tu arrêtes de réparer des voitures, tes roulés à la cannelle chez Marie devraient être interdits. » Trop bon. Jake lui lança un regard enjoué. « Mieux que mes petits boulots. » Tom haussa les épaules d'un air dramatique. « Disons que si vous ouvrez tous les deux une entreprise, j'investis dans la sienne. » Les rires résonnèrent sur les murs du garage. Dans ces moments-là, Claire oubliait le poids de son nom de famille. Elle oubliait Édouard, les invitations soignées, les coupes en cristal. Elle commençait à se sentir à sa place. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et peignait le ciel de teintes pêche et prune, Claire était assise avec Jake sur le haillon de son camion. Une petite enceinte entrejouait du vieux jazz, cuivré, usé, familier. Jake contemplait le parking tranquille. Ma mère adorait ça. Elle dansait dans la maison au son d'Ella et de Maïl. Claire sirotait son thé, la vapeur s'échappant comme de la fumée. Mes parents détestaient la musique, disaient que c'était une diversion. Jake jeta un coup d'œil. Ça a l'air épuisant. Ça l'était, dit-elle doucement. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment avant qu'elle ne demande, « Tu penses parfois à la suite? À ce que tu veux vraiment ?» Jake se renversa en arrière, les coudes appuyés derrière lui. « Oui, parfois je rêve d'ouvrir une école de garage. Chaque enfant qui n'a nulle part où aller, des enfants comme moi. Leur donner des outils, pas juste des cours. » Claire sourit. « C'est magnifique. » Il la regarda. « Et toi ?» Elle hésita, puis répondit. « J'ouvrirai un petit comptoir de pâtisserie. Rien d'extraordinaire, juste du bon café, des petits pains chauds, un endroit où personne n'a à se faire passer pour quelqu'un. » Le regard de Jake s'attarda sur elle un instant plus longtemps que d'habitude. « Ça a l'air d'être un endroit qui vaut le détour, » dit-il. Leurs regards se croisèrent, silencieux, sincères, un battement de cœur dans la douce lumière. Personne ne se pencha. Aucune bouche ne se toucha, mais l'air oscilla entre eux, chargé de quelque chose de fragile et de nouveau. Claire détourna le regard la première, les joues chaudes. Jake s'éclaircit la gorge et se leva. « Demain, Earlamen c'est un plat déglingué. Tu veux m'aider avec le carburateur ?» Elle sourit. « Seulement si tu promets de goûter à mes croissants au chocolat. » Jake eut un sourire narquois. Marché conclu. Ils retournèrent au garage sous la lumière déclinante. Deux personnes qui ne se précipitaient pas, qui ne mettaient aucune étiquette sur quoi que ce soit, se rapprochant simplement. La paix s'est rompue exactement 7 jours après que Claire eut commencé à avoir envie de rester. Tout a commencé au bar de Max Whirl, après un verre de trop, à parler trop librement à un inconnu en costume qui s'est avéré être un détective privé. Le lendemain matin, Jake était sous le capot d'un camion rouillé lorsqu'un élégant SUV noir s'est garé sur le parking en gravier. 3 hommes en sont sortis, l'un en costume bleu marine, l'autre avec une mallette, et le troisième Édouard. Jake s'essuya les mains et s'avança.
Puis-je vous aider? La voix d'Édouard était douce. Je suis là pour Claire Whitmore. Jake ne bougea pas. Pourquoi? Je suis sa fiancée. Elle ne va pas bien. Derrière eux, la porte du bureau grinça. Claire s'avança. Dehors, Palm et calme. Édouard sourit avec un sourire crispé. Claire. Claire. Dieu merci. L'homme à la mallette ajouta. Vos parents nous ont autorisés à vous raccompagner. Aucune action en justice pour l'instant, mais nous sommes prêts à entendre les déclarations des médias. Jake s'interposa subtilement entre eux. La voix de Claire était ferme. Je ne viens pas avec vous. Le sourire d'Édouard s'effaça. Claire, sois raisonnable. Cet homme a profité de votre dépression. Je n'ai pas craqué, dit-elle. Je me suis réveillée. Son téléphone vibra. Elle répondit. Claire. La voix de sa mère se brisa. Vous nous faites honte. Vous détruisez tout. Non, dit Claire. Je choisis de vivre. Elle raccrocha. Édouard s'avança. Vous abandonnez tout pourquoi? Faire des tartes dans un garage? La voix de Claire tremblait, mais elle se redressa. Oui, parce qu'ici, je ne me noie pas. Édouard plissa les yeux. Si vous ne revenez pas, votre père portera plainte. Les tabloïds s'en donneront à cœur joie. Je m'en fiche. Jake parla alors, calme mais fermement. Ça suffit. Avant que la situation ne dégénère, une voiture de police s'est arrêtée. Hank en est sorti. Jake lui a fait un signe de tête. Dis donc, Hank. Tu veux bien m'aider? Hank s'est tourné vers Claire. Tu es ici. Par choix? Claire a regardé Édouard dans les yeux. Moi. Hank a hoché la tête. Alors, il n'y a aucune raison pour que quiconque l'emmène. C'est une propriété privée. Le visage d'Édouard s'est assombri. Ce n'est pas fini. Claire s'est avancée. C'est pour moi. Le SUV a démarré. Claire s'est affaissée sur les marches. Jake s'est assis à côté d'elle. Tu vas bien? Elle a légèrement hoché la tête. Je ne pensais pas qu'il viendrait ici. Tu n'as pas à fuir à nouveau, a-t-il dit doucement. Je serai à tes côtés. Elle l'a regardé, les yeux brillants, et a risqué ton entreprise, ta vie. On trouvera une solution. Mais ce soir-là, Jake a trouvé un mot sur son bureau. Jake, merci de m'avoir redonné des morceaux de moi-même que je croyais avoir perdus. Tu n'étais pas seulement un endroit sûr. Tu étais bien plus que ça. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser entraîner dans mon pétrin. Toi. M'a dit un jour, chaque tic-tac est une seconde que nous n'avons pas encore vécue. Je veux que tu vives toutes les tiennes. Sans peur, je te porterai toujours avec moi, Claire. Jake se tenait dans le bureau silencieux. Le tic-tac de la vieille montre devint soudain le bruit le plus fort du monde. Dehors, la pluie revint, mais cette fois, elle avait disparu. Le magasin était trop silencieux. Jake fixait le mot dans sa main, l'encre légèrement tachée par sa larme, ou peut-être par son pouce. Les mots se brouillaient, mais le sens était limpide. Elle était partie. Merci de m'avoir rendu des morceaux de moi-même que je croyais avoir perdus à jamais. Je te porterai toujours avec moi. Je pars pour que tu ne souffres pas à cause de moi. Jake laissa tomber le journal, attrapa ses clés et courut. Ses bottes martelèrent le sol du garage lorsqu'il sauta dans son camion. Le moteur rugit, des graviers se répandant derrière lui tandis qu'il dévalait la route à toute vitesse. Les nuages au-dessus de lui annonçaient une nouvelle pluie, mais son esprit était déjà en pleine tempête. Ne sois pas trop tard, murmura-t-il. S'il te plaît, ne sois pas trop tard. Il atteignit la gare routière à la sortie de la ville. Juste un banc couvert à côté d'un panneau d'affichage et d'une enseigne rouillée qui n'avait pas été changée depuis 10 ans. Le bus tournait au ralenti, portes ouvertes, de la vapeur sifflant sous les pneus. Elle était là. Claire se tenait près des marches, son sac à la main, les épaules tremblantes. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon lâche, et la veste qu'elle portait était la même que celle qu'il avait drapée sur elle cette nuit pluvieuse. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis se retourna vers la porte. Cla, cria Jake. Elle se figea. Il sprinta, ses bottes claquant sur le trottoir mouillé, les poumons brûlants. Il la rejoignit juste au moment où elle montait.
Claire, halta-t-il en lui saisissant la main. Si tu pars maintenant, je ne me pardonnerai jamais de ne pas t'avoir arrêté. Elle se retourna, les yeux écarquillés, déjà brillants de larmes. Jake, je me fiche d'Edouard. Je me fiche des procès, des journaux ou de tout ça. Je me soucie de toi. Sa voix tremblait. Je pensais te protéger en courant. Tu ne sais pas ce dont une famille est capable, ce qu'elle pourrait faire à ta vie. Je n'ai pas besoin de ta protection. J'ai besoin de toi. C'est tout. Elle le fixa, la gorge serrée, essayant de se contenir. J'ai peur, Jake. Moi aussi, murmura-t-il. Mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité sans toi. Quelque chose se brisa en elle. Le barrage finit par céder. Claire laissa tomber son sac et le serra dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine. Il la serra dans ses bras, la serrant comme un objet sacré. Le chauffeur du bus l'observa silencieusement depuis la porte, puis hocha la tête et la referma. Le bus démarra, laissant derrière lui le couple, pris dans leur moment de bonheur. Jake se pencha, pressant son front contre le sien. Rentre à la maison. Elle hocha la tête, les larmes coulant encore. Oui, oui, je veux. Ils repartirent en silence, mais ce n'était pas le silence de la distance. C'était le silence de la connaissance. Sa main reposait sur la console centrale et la sienne la recouvrait. Aucun des deux ne la lâcha. Lorsqu'ils entrèrent dans le garage, le panneau extérieur bourdonna faiblement dans le vent du soir. L'endroit n'avait pas changé, mais tout à l'intérieur, si. Jake l'aida à sortir du camion et porta son sac à l'intérieur, le posant délicatement à côté du canapé. Il se tourna vers elle et marqua une pause. Cet endroit, ce n'est pas grand-chose, mais il est à toi aussi maintenant, si tu le veux. Claire s'avança vers lui, passa ses bras autour de sa taille et appuya sa tête sur sa poitrine. C'est le premier endroit où j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Il la serra fort contre lui. Ce soir-là, ils étaient assis côte à côte sur le canapé, à regarder l'horloge murale. Celle qu'elle l'avait aidé à réparer. La trotteuse tic-taquait doucement. Jake la regarda et dit, « Tu m'as dit que chaque fois qu'une horloge tic-tac, c'est une seconde que tu n'as pas encore vécue. » Claire sourit doucement. « Alors, vivons celle-ci et la suivante. » Ils s'assirent dans la chaleur du bureau du garage, la pluie recommençant dehors. Mais à l'intérieur, il n'y avait que la paix. Pour la première fois, ce n'était pas seulement un endroit où se cacher. C'était chez soi. L'odeur de cannelle et de pâtisserie fraîche emplissait l'air avant l'aube. Bien avant que la ville ne s'éveille. Claire, un voile de fleurs sur son tablier et l'arête de son nez, roulait de la pâte dans le petit coin du café de Marie, qui s'était peu à peu transformé en un lieu à elle. L'enseigne au-dessus du comptoir indiquait désormais, le coin de Claire, en lettres manuscrites que Marie avait peintes elle-même. Cela avait pris du temps, 3 mois à se lever tôt, à nettoyer les tables, à prendre les commandes et à apprendre le rythme d'un café qui vivait de ragots, de café noir et de tradition. Mais Claire n'y avait pas prêté attention. Chaque matin, elle se sentait moins comme une visiteuse et plus comme une personne à part entière. Marie l'avait prise à part un soir, s'essuyant les mains sur une serviette, et lui avait dit, « Ce petit coin pâtisserie près de la fenêtre, il est à toi maintenant. » Gratuit. Continue à nourrir ces vieilles âmes. Elle lui fit un clin d'œil. « Et peut-être m'apprends-tu comment tu as obtenu cette croûte si feuilletée. » Jake avait aussi aidé, bien sûr, mais jamais d'une manière qui lui volait le mérite. Il avait réparé le vieux réfrigérateur du café, installé un deuxième four offert par quelqu'un et réparé discrètement les voitures des voisins en échange de sacs de farine et d'œufs frais. Quand Claire protesta, il se contenta de sourire. « Laisse-moi faire ça pour nous. » Elle n'avait jamais dit « nous » auparavant et le pensait comme elle le pensait maintenant. Chaque tarte, chaque biscuit. Chaque pain aux bananes chaud vendu était une petite déclaration qu'elle pouvait se débrouiller seule. Et la ville le remarqua. Les clients commencèrent à venir non seulement pour le café de Marie, mais aussi pour les tartes au miel et les crumbles aux pommes de Claire. Tom, qui se plaignait de tout, venait 2 fois par jour. La tarte de Nao a sauvé mon mariage, plaisanta-t-il un matin, provoquant les rires des habitués. Ma femme pensait que j'avais une liaison avec le temps que je passais ici. Même les enfants venaient après l'école, guettant le chocolat à travers la vitre. Elle dégustait des cookies aux pépites de chocolat et saluait avec enthousiasme chaque fois que Claire apparaissait dans son tablier. La vie était simple, et finalement, elle s'en contenta jusqu'à un vendredi après-midi.
Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la devanture tandis que Claire enregistrait le dernier client. Elle leva les yeux et se figea. Édouard se tenait de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, les lunettes de soleil sur les yeux. Mais même d'ici, elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire. Il n'avait pas amené d'avocat, pas de voyou en costume, juste lui-même. Claire sortit lentement, s'essuyant les mains sur son tablier, son cœur battant comme un rugissement sourd à ses oreilles. « Je ne suis pas là pour te reprendre, » dit Édouard d'une voix plus calme qu'elle ne l'aurait cru. « Je suis juste là pour comprendre pourquoi tu es parti. » Claire désigna une table vide sur la terrasse. Il la suivit. Ils s'assirent. Pas de faux semblants, pas de mise en scène. « Je ne pouvais pas respirer, » dit-elle doucement. « À la maison, j'étais une marionnette. Devant l'hôtel, j'avais l'impression d'observer la vie de quelqu'un d'autre. Et puis je me suis enfui. » Il hocha lentement la tête. « Je croyais t'avoir tout donné. »« Je voulais, » dit Claire. « Pas qui j'étais. » Un long moment, Édouard fixa la table. Puis il hocha de nouveau la tête. « J'ai toujours pensé que l'amour, c'était gagner, réussir, posséder, mais peut-être que c'est aussi lâcher prise. » Claire cligna des yeux, surprise. Édouard se leva. « Je ne te dérangerai plus, mais merci de m'avoir montré ce que je n'avais pas vu. » Il s'éloigna sans un mot. Et ce que Claire réalisa, c'était le véritable adieu. Et ce que Claire réalisa, c'était le véritable adieu. Le lendemain matin, le téléphone sonna juste après le lever du soleil. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose le lui dit. Claire, c'était sa mère. Pas d'exigence, pas de réprimande, juste son nom, doux et incertain. « Je veux juste savoir si tu es heureuse, » dit-elle d'une voix fragile. La gorge de Claire se serra. « Je ne suis pas riche. Je ne suis pas célèbre. Mais je peux choisir mes matins maintenant. Je peux créer quelque chose de mes mains. Et pour la première fois, maman, je peux respirer. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un soupir. « Si tu vas bien, j'apprendrai à aller bien aussi. » Claire ferma les yeux, les larmes coulant sans résistance. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore. Mais c'était quelque chose d'aussi précieux, le début du pardon. Ce matin-là, le soleil projetait de douces traînées ambrées à travers la fenêtre du garage, le genre de lumière qui faisait scintiller la poussière en suspension. Jake était sous une Ford 93 couverte d'huile et maudissait à moitié un verrou cassé lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. « Et » appela Claire. Il se glissa dehors lentement, s'essuyant le visage de graisse. Elle se tenait là, tenant une petite boîte emballée, un sourire nerveux aux lèvres. « C'est ton anniversaire, » dit-elle. « Ne fais pas comme si tu avais oublié. » Jake cligna des yeux et se redressa. « J'ai oublié. »« Eh bien, ouvre-le. » Il décolla le papier pour trouver un étui en cuir. À l'intérieur se trouvait la montre qu'il avait presque abandonnée. La vieille montre de poche de sa mère. Celle qu'il lui avait montrée des mois plus tôt, désespérément brisée. Mais maintenant, elle brillait. Le tic-tac était doux et régulier. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit le couvercle. À l'intérieur, elle avait gravé un mot, « Liberté ». Il la fixa, sans voix. « Tu as dit que chaque tic-tac était une seconde non vécue, » murmura-t-elle. « Chaque seconde. »« Chaque seconde, » murmura-t-elle. « Alors je t'ai rendu le temps. » Jake déglutit difficilement, les yeux brûlants. Il leva les yeux vers elle, la voix rauque. « Tu m'as rendu le temps et l'amour. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il fouilla au fond de son coffre à outils et en sortit une minuscule boîte en bois. « J'attendais le bon moment, » dit-il. « Il s'avère que tu viens de le faire. » Claire cligna des yeux. « Jake, qui es-tu » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une minuscule chaîne en laiton avec un gousset de montre assorti, délicat, simple, et au bout une petite breloque en forme de cadran d'horloge ouvert. « Pas une bague, dit-il. Parce que ce que nous avons, ce n'est pas traditionnel, mais c'est à nous. » Il s'approcha et lui prit les mains. « Veux-tu être mon chronométreur à vie » Halta Claire, les larmes coulant sur ses joues. Elle hocha la tête, incapable de parler, puis rit à travers ses larmes. « Oui, oui. »« 1000 fois ?»« Oui. » Il attacha délicatement le porte-clés à son poignet, les mains sûres, même si son cœur battait la chamade. Une semaine plus tard,
le jardin derrière le garage se transforma en un lieu magique. Earl accrocha des guirlandes lumineuses. Marie apporta des scones faits maison et Tom sa guitare désaccordée. Hank, toujours en uniforme, se tenait sous un arbre, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Claire portait une robe simple couleur crème, ses cheveux blonds tressés de fleurs sauvages. Jake portait sa chemise de flanelle la plus propre et des bottes cirées une seule fois ce matin-là. Il n'y avait ni violon, ni lustre, juste des rires, de la chaleur et le ronronnement discret des moteurs du garage en arrière-plan. Il se tenait sous une arche artisanale recouverte de plantes grimpantes. Claire lui prit les mains. « Je ne me suis jamais sentie à ma place nulle part », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Ni à la maison. Ni dans les salles de bal, ni sur les photos de famille. » Elle regarda leurs amis, ceux qui les avaient soutenus, qui leur avaient souri, qui avaient travaillé avec eux. « Mais aujourd'hui, ma place est ici avec toi. » Jake sourit, les yeux humides, et je n'ai jamais su ce que je préparais avant de te rencontrer. Ils n'avaient pas besoin de vœux. Leur regard en disait long. Lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, baignant le ciel de teintes dorées et flamboyantes, ils dansaient lentement sous les arbres. La musique était fausse, le sol inégal, mais c'était parfait. Tandis qu'ils se balançaient ensemble, Claire posa sa tête sur l'épaule de Jake. « Tu sais, murmura-t-elle. Avant, je pensais que la lumière était quelque chose. Qu'il fallait poursuivre, Jake embrassa le sommet de sa tête. Mais parfois, dit-elle, elle te trouve quand on s'arrête enfin de courir. Et à cet instant, là, parmi les moteurs et les guirlandes lumineuses, ils entrèrent dans leur éternité. Non pas loin des ténèbres, mais ensemble dans la lumière. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur, vous a rappelé que le véritable amour fleurit souvent dans les endroits les plus inattendus, et que la liberté et l'appartenance se trouvent parfois dans un garage tranquille, pas dans un palais doré, alors vous êtes au bon endroit.